Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Puissance Télévision pour ce débat de l'entre-deux tours en compagnie d'un seul des deux candidats de la première circonscription de la Meuse, Madame Brigitte Godino, et pour m'accompagner ce soir, Antoine Regnault. Bonsoir à tous, effectivement Anne-France, ce face-à-face à l'aube de ce second scrutin qui se tiendra ce dimanche va nous permettre d'en savoir un peu plus sur le ou la future députée de cette première circonscription de la Meuse. Mais avant cela, voici une présentation de la circonscription avec Alison Godefroy. La première circonscription de la Meuse compte 100 887 habitants et dénombre 16 cantons. Parmi les plus grandes villes du territoire qui comptent plus de 1000 habitants, Vaucouleurs, Finvel, Ancerville, Ligny-en-Barrois, Saint-Miel, Commercy et la plus peuplée, Bar-le-Duc. Cher, le député sortant devait assister à ce débat, mais en raison d'un impératif personnel, il n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Il nous livre donc ses explications. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais un parlementaire, c'est quelqu'un qui est très présent sur les territoires. Et j'ai des obsèques aujourd'hui, notamment une famille que je voulais accompagner ici autour de Bar-le-Duc, de commerçants, et puis d'autres dans le sud de la Meuse. C'est malheureusement aussi le rôle d'un parlementaire d'être très présent aux côtés des familles. Je le fais très très souvent et je regrette vraiment de ne pas avoir pu participer au débat, mais le faire évidemment par le biais de ces questions et ces réponses, bien volontiers. Alors afin de ne pas annuler le débat et pour que les Meusiens puissent faire un choix de vote éclairé, on a quand même tenu à le réaliser ce soir en compagnie donc de Madame Brigitte Godino. Bonsoir Brigitte, vous avez 64 ans, vous résidez à Euville. J'ai 63 ans. Ah, excusez-moi, vous avez 63 ans. D'accord. Bon. N'allez pas trop vite. Un mois en avance. Donc vous avez 63 ans, vous résidez à Euville. Vous êtes avocate spécialisée dans le conseil aux organismes de l'économie sociale et solidaire et êtes affiliée au Rassemblement national. Vous en êtes d'ailleurs la trésorière départementale et vous étiez sur la liste de Laurent Jacobelli aux dernières élections régionales de 2021. Rentrons à présent dans le vif de ce débat pour ce premier thème, celui des services publics. Ce n'est pas un secret, la Meuse est un département rural et depuis quelques années maintenant, de nombreuses doléances sont recensées concernant les différents services publics du département. Les petits villages qui étaient la force d'hier sont les grands oubliés d'aujourd'hui avec la fermeture des bureaux de poste notamment, des services administratifs et une dématérialisation des démarches administratives. Lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron a mis en place des maisons France Service, une structure qui combine accueil physique et accompagnement numérique dans ses démarches administratives. Brigitte Godino, est-ce que ce dispositif répond finalement correctement et suffisamment à la problématique des Meusiens quant à leur accompagnement dans cette nouvelle ère où la technologie prend la place de l'humain, et que souhaiterez-vous apporter à cela en tant que député ? Les services publics, c'est vrai, en Meuse, se sont dégradés, mais comme partout ailleurs. C'est une région rurale, comme vous l'avez dit, un territoire très rural. Nous avons à peu près 100 000 habitants et plus de vaches, semble-t-il. Voilà. Elles n'ont pas besoin de faire des formalités administratives comme nous. Donc la création de ces maisons-services, c'est une bonne chose. Simplement, on peut remarquer que si l'on veut une carte d'identité, il faut attendre 5 mois, 6 mois. Un permis de conduire, c'est très long aussi, puisqu'il n'y a plus rien à la sous-préfecture, mais tout est remonté à la préfecture. Il en va de même des passeports, où il faut attendre plusieurs mois lorsqu'on a besoin de partir à l'étranger. C'est un peu gênant. Donc ces services publics, on parlait de millefeuilles. Aujourd'hui, c'est millefeuilles puissance 10, en fait, parce qu'il y a beaucoup de strates, d'administratifs. Mais par rapport à la demande des populations, quelquefois, ça reste trop mesuré. Voilà. Il y a une inadéquation entre la demande et l'offre, me semble-t-il encore. Et en ce qui concerne l'éducation nationale, qui est un service public, un des plus dispendieux d'ailleurs du budget national, on ne peut que regretter de voir le budget énorme
et le peu de moyens qui sont alloués aux écoles en milieu rural. Et on peut aussi regretter les salaires des enseignants qui sont très bas alors qu'on leur confie l'instruction de nos enfants. Est-ce qu'on n'est pas en train de rétro-pédaler finalement un petit peu à l'époque où on avait des écoles partout, des services partout, des postes dans tous les villages. Aujourd'hui, on en a une par canton et encore. Est-ce que finalement, vous, au niveau national, vous pensez pouvoir porter la voix de la ruralité et changer ça ? C'est difficile parce qu'il faudrait vraiment une volonté politique déjà nationale. Je pense qu'on est plus dans la déconstruction aujourd'hui que dans la construction, malheureusement. Et puis, il faudrait aussi une volonté sur le territoire avec des aides particulières, notamment financières et en moyens humains, puisqu'il faut aussi trouver des personnes qui veulent bien se lever tôt le matin, par exemple, pour conduire les cars scolaires et pour que les enfants aillent à leur école normalement. Là, il y a encore des fermetures d'écoles qui sont prévues, à Loizet par exemple, et je sais que les parents sont vent debout contre cette fermeture, parce que leurs enfants vont devoir aller beaucoup plus loin, et tout le planning de la famille s'en trouve perturbé. Si vous étiez élu député, qu'est-ce que vous feriez justement pour résorber ces problématiques ? Eh bien, je pense qu'il faudrait mettre peut-être des règles administratives plus drastiques pour qu'on ait des administratifs efficaces, localisés dans des points particuliers afin de rendre les services aux usagers de ces services. Ce serait une nouvelle carte finalement du service public à créer. Une nouvelle carte, tout à fait. On peut traduire ça comme ça. Très bien. La réponse de M. Pancher a été enregistrée dans la matinée, sera retransmise dans un article qui sera prochainement publié sur notre site internet. Passons à présent à un deuxième thème qui est celui de la santé en France. Oui, celui de la santé en effet. Donc une réelle problématique face aux déserts médicaux qui impactent notre territoire. En plus de cela, la situation des hôpitaux devient de plus en plus préoccupante. Le personnel soignant parle même de casse de l'hôpital. Pour preuve, une manifestation s'est tenue durant 24 heures au centre hospitalier de Fain-Véel, juste à côté de Bar-le-Duc. Dégradation des conditions de travail, fermeture des lits, personnel à bout, beaucoup de problématiques qui inquiètent sur l'avenir du site. Demain, si vous êtes élu député, quelles aides vous pourriez leur apporter et comment réconcilier finalement le personnel soignant avec son métier ? Alors, je vais faire un petit rappel historique, si vous me permettez. La situation qu'on vit aujourd'hui, elle était prévisible il y a 40 ans. Parce qu'il y a 40 ans, l'analyse qui a été faite, c'était de dire il y a trop de médecins en France. Il y a trop de médecins en France et compte tenu du trou, vous savez, on a parlé du trou de la sécurité sociale, il faut en fait dégonfler le nombre de médecins. Alors comment ont-ils fait ? Ils ont mis les médecins en retraite. Ils ont poussé un petit peu hors de leur activité à l'âge de 56 ans, ce qui est très jeune. Qu'ont-ils fait encore ? Ils ont créé le numerus clausus augmenté, puissance 10, et on s'est retrouvé ensuite avec une pénurie de spécialistes, tout d'abord. Mais après, s'est ajouté à ça les difficultés des médecins généralistes à qui la sécurité sociale, toujours elle, a mis des contraintes fortes au-dessus de leur tête. Et ils sont en charge de la facturation et de la transmission, vous savez, de toutes les ordonnances qu'ils font à la sécurité sociale. Ce n'est pas anecdotique parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de médecins libéraux. Les jeunes ne veulent plus s'installer. Donc on a en plus la pénurie des médecins spécialistes, nous avons aujourd'hui la pénurie de médecins généralistes. Et hospitaliers également. On voit beaucoup de services qui manquent aussi de médecins et qui recrutent qui n'arrivent pas à recruter. Exactement. Et donc que font les hôpitaux ? Ils vont chercher à l'extérieur des médecins qui ont été formés dans les pays d'Europe de l'Est, en Afrique ou au Maghreb. Je ne dis pas que les études ne sont pas équivalentes aux nôtres, ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Mais il y a une problématique financière, puisque ces médecins sont moins payés que des médecins français. Donc vous êtes contre ce recrutement, du coup, avec des médecins moins payés ? Non, pas contre, puisque aujourd'hui, pour pouvoir remettre d'aplomb tout le système hospitalier et plus largement
de la médecine générale en France, il va falloir à peu près 10 ans. Parce qu'on a une accroche avec le numerus clausus qui a été revue, mais il faudrait aussi revoir la rémunération des soignants dans le privé et des soignants dans le public pour qu'elle soit identique. Et justement, ces revendications sur la hausse du revenu, ça fait partie des revendications que font les soignants quand il y a des grèves comme celle-ci à Fainvel. S'ils traduisent finalement un manque de reconnaissance, peut-être aussi, des conditions de travail en baisse. Qu'est-ce que vous, en tant que député, encore une fois, vous pouvez faire pour les rassurer et peut-être me porter leur voix alors j'allais dire de la ruralité, mais pas que, je pense que c'est un problème national. Porter la voix de ces personnes, c'est aussi porter la voix des usagers, parce que nous avons besoin de ces soignants, bien entendu. Et au niveau national, il faut prendre, je pense, des décisions courageuses avant de voir ce qu'on peut faire au niveau local. Les décisions courageuses, ça peut être... je parlais du numerus clausus, mais il y a aussi la révision des études de médecine de façon plus générale, les rémunérations à revoir, des meilleures grilles et également... le pass vaccinal, justement, peut-être. Le pass vaccinal, c'est quelque chose qui a été imposé à l'ensemble des personnels soignants et médecins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'était intrusif par rapport à la liberté de chacun, surtout lorsqu'il s'agit de soignants qui ont quand même une idée qui me paraît assez adaptée sur la question. C'est-à-dire que finalement, cette décision qui était dite pour la protection des soignants et des usagers, pour vous, c'est une décision intrusive. Oui, puisque c'est une décision personnelle, en fait, que vous prenez de vous faire vacciner ou pas. D'accord. On va désormais passer à la rubrique du tac au tac. Donc je vais vous poser 6 questions. Vous aurez 60 secondes pour y répondre avec des réponses courtes si vous pouvez vous y tenir. Alors l'âge de départ à la retraite à 65 ans, pour ou contre ? Contre. Pourriez-vous voter contre une mesure prise par votre parti ? Ça serait possible. Avec la motivation qu'il convient pour expliquer pourquoi. Est-ce que les moyens étaient suffisants en Meuse pour l'accueil des Ukrainiens ? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas le dossier. Quelle loi souhaiteriez-vous défendre en premier lieu si vous êtes élu député ? Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. En premier lieu, c'est pas par ordre d'importance, allez-y. Une loi qui prévoit la présomption de légitime défense pour les policiers lorsqu'ils sont attaqués. Une loi qui remet en cause les lois Belloubet et Taubira qui favorisent la multirécidive chez les délinquants. Une loi qui aggrave, vous voyez, il y en a plusieurs, qui aggrave les sanctions en cas de maltraitance animale, que ce soit d'animaux domestiques. Surtout au niveau juridique ou sécuritaire, c'est ça, si on comprend bien un petit peu votre motivation de se revenir... Oui, et protection aussi de cette partie de nos vies que sont les animaux, que ce soit des animaux d'élevage ou des animaux domestiques. Interdire l'abattage rituel sans étourdissement, qui est une pratique indigne. Beaucoup de pays européens l'ont fait, l'ont voté. Par exemple, le Danemark a précisé que les droits des animaux étaient prioritaires par rapport aux droits religieux. Ça, c'est une question alors, je vais un peu plus loin que le tac au tac, mais c'est une question à discuter en Assemblée nationale française ou à discuter plutôt à l'échelon européen ? Français tout d'abord, à mon avis. Est-ce que pour vous, du coup, l'indépendance énergétique, est-ce que pour vous êtes pour l'indépendance énergétique de la France ? C'est-à-dire produire vraiment en France, consommer en France ? Mais nous sommes indépendants du point de vue énergétique puisque nous avons fait le choix il y a plusieurs années de l'énergie nucléaire. Simplement, aujourd'hui, on dépend de politiques qui sont dictées par Bruxelles. Et notre indépendance économique, ou plutôt productive, est remise en cause par ces directives européennes. Donc il faudrait que la France retrouve davantage sa souveraineté sur ces thèmes-là. Oui, tout à fait, parce que c'est aux Français de décider et ce n'est pas à Bruxelles que ça se décide. Là, le 8 juin, par exemple, la Commission voulait imposer au Parlement européen le package climat.
C'est encore une dérive idéologique terrible et qui devrait coûter encore plus aux entreprises françaises et encore plus à nous, citoyens français. Et les seuls qui se sont élevés contre cette décision et donc qui a été retoquée, c'est les députés Rassemblement national. Passons à présent au troisième thème de ce débat, et de ce face-à-face plutôt. Celui-ci est sur l'environnement, ce dernier thème. Du coup, sur cette circonscription, la première de la Meuse, un gros projet très controversé est en train de voir le jour, la création d'un centre de stockage des déchets les plus radioactifs par l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Question simple, êtes-vous pour cette implantation ici sur notre territoire à Bure ? À Bure, mais écoutez, ça fait 30 ans que c'est fait la question. La question est réglée et pour cela, mais il faut demander à notre cher sénateur Gérard Longuet qui a négocié ce dossier et qui a permis aussi à la Meuse d'être rémunérée pour cet hébergement. Si je puis dire, l'hébergement n'est pas gratuit. La Meuse tire des revenus de cet enfouissement. Pourtant, aujourd'hui, c'est qu'un projet. Aujourd'hui, non, cela existe déjà. C'est fait. Aujourd'hui, on n'a pas d'implantation de déchets qui sont réalisés à Bure. Si. Aujourd'hui, c'est encore un projet, c'est encore en étude. Non, les accords ne sont pas encore parvenus. C'est fait. Les accords sont... Le dossier est bouclé et tout a été fait. Et donc, vous seriez pour ou contre cette implantation? Parce que vous n'avez pas comme clairement c'est fait, répondu. que voulez-vous faire maintenant? Aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause ce qui a été décidé il y a 30 ans. Et si vous deviez voter, si aujourd'hui ça arrivait sur votre bureau, vous deviez dire oui ou non pour l'implantation de ce projet à Bure? Je pense que je dirais oui. Pourquoi? Pourquoi dire non? Pourquoi dire non? En disant oui, il y aurait donc ce centre de stockage qui serait bien présent sur le territoire de la Meuse. Ça ne poserait pas de problème pour l'image du département et pour aussi, concernant l'impact environnemental? Alors, ce qui aujourd'hui pose problème pour l'impact du département et surtout pour le visuel, c'est les 289 éoliennes qui sont dans notre paysage. Parce que ça pollue le sol énormément. Donc les éoliennes, vous êtes contre? Et on n'a pas trouvé encore le moyen de savoir comment on va recycler les pales de ces éoliennes. Donc on fait des projets, on les met en place, mais ça n'a pas étudié à fond. Parce qu'on ne sait pas comment recycler. C'est la même chose d'ailleurs pour les batteries des voitures électriques. D'accord. On ne sait pas comment recycler aujourd'hui les batteries, alors qu'on pousse tous les Français à acheter ces voitures électriques. La question qui se pose, c'est pour l'après. Qu'est-ce qu'on va laisser du coup à nos enfants après, justement, en lien avec l'ANDRA, avec l'enfouissement des déchets, mais également avec le recyclage de ces batteries où on ne sait pas encore quoi en faire. Oui. Qu'est-ce qu'on va laisser? Il n'y a pas une discussion du coup à ouvrir l'Assemblée nationale par rapport au Parlement en général, par rapport à ça? Tout à fait, mais le sujet, c'est que c'est déjà décidé à Bruxelles. Pour ça, je vous disais, le pacte climat. Donc pas de discussion, c'est déjà validé. C'est déjà ficelé, tout. D'accord. On arrive finalement déjà à la fin finalement de ce face-à-face. Je rappelle que l'ensemble des réponses également de M. Pancher seront rédigées sur notre site internet, faute de sa présence aujourd'hui sur le débat. Il est désormais du coup l'heure de passer à la conclusion. 2 minutes du coup pour conclure, avec une dernière question. Comment réconcilier les citoyens avec leurs représentants élus dans ce contexte politique compliqué? Nous pouvons le dire, cette crise est à la fois politique et démocratique. Je reprends le chiffre d'abstention en 2022 au premier tour, 51,47%. Comment faire pour ramener ces personnes vers les urnes et redonner cette confiance politique? Moi, je vois déjà 2 choses à faire. La première, c'est d'arrêter le bashing sur les députés Rassemblement national, parce que je vous assure que depuis dimanche soir, les résultats connus, ça a commencé très fort contre moi. Barrage républicain, etc. Comme si nous n'étions pas républicains. Mais de qui se moque-t-on, franchement? Parce que les personnes qui osent dire ça, ça fait 30 ans ou 20 ans ou 15 ans pour certains qu'ils sont élus. C'est donc eux qui sont au pouvoir et ils sont, eux, responsables de l'état dans lequel ils laissent la France. Et ce n'est pas nous. Donc, ils pourraient faire une autocritique à savoir qui est républicain ou pas. Très bien. Merci Madame Godino d'avoir répondu à nos questions.
C'est donc à la fin de ce débat. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Juste avant de se quitter, une petite précision par rapport au débat que nous avons eu par rapport à l'Andra. Le décret d'autorisation de l'Andra n'est à ce jour pas encore tombé. L'autorisation, je dis bien, d'enfouir ces déchets tombera du tout entre 2025 et 2027. Cette autorisation, on comprend bien, du coup, c'est pour votre vision, les dés sont jetés, mais l'autorisation n'est pas encore arrivée. Merci beaucoup pour ce débat. Merci Anne-France. Merci Antoine, bonne soirée. Très bonne soirée.